Bonjour à toutes et tous. Nous allons aborder ensemble le cours concernant la procédure opérationnelle zonale sur les secours techniques routiers. Plusieurs buts seront visés ici. Premièrement, c'est d'assurer la sécurité de chaque personne, aussi bien pour les intervenants que pour les impliqués. Deuxièmement, établir une coordination multidisciplinaire optimale entre la discipline 1 et la discipline 2 en attribuant de manière claire les rôles et les tâches spécifiques des différents intervenants. Troisièmement, effectuer la stabilisation de la victime et son conditionnement. Et enfin, quatrièmement, veiller à respecter autant que possible, en fonction du contexte et de la situation, les différentes étapes et phases de désincarcération pour une efficacité maximale. Avant toute chose, il est utile de vous informer de la composition des moyens minimaux nécessaires au bon déroulement d'une mission de secours technique routier. Le charroi adéquat requis sur les lieux sera composé d'un véhicule de commandement avec son officier, d'une autopompe multifonctionnelle avec un sous-officier et 5 sapeurs-pompiers, d'une ambulance ou plus en fonction de la situation, d'un véhicule SMUR ou plus toujours en fonction de la situation, et finalement d'un véhicule de signalisation, donc de balisage, en fonction du lieu d'intervention, si cette dernière se situe sur un grand axe routier, comme une autoroute ou une nationale, ou tout simplement si la situation le nécessite par exemple, à défaut de la discipline 3, donc des forces de l'ordre sur place. Dans l'attribution des rôles et tâches spécifiques des différents intervenants, voici comment cela est réparti. L'officier, qui sera par défaut le CDO, donc le chef des opérations, dont le rôle sera de veiller au bon déroulement de la mission et notamment d'effectuer en temps opportun une concertation avec son sous-officier et la discipline 2 par le biais soit du médecin urgentiste sur place ou à défaut de ce dernier, des ambulanciers. À défaut d'un officier présent sur place, c'est le sous-officier qui occupera le rôle de CDO en attendant l'arrivée de l'officier sur les lieux. Ce changement de rôle sera communiqué obligatoirement au dispatching zonal pour information. En ce qui concerne les occupants de l'autopompe multifonctionnelle, les rôles sont définis comme suit. Les numéros 1 et 2, respectivement appelés binôme technicien T1 et T2, ils auront pour tâche de réaliser les différents gestes techniques, notamment de découpe, afin de libérer la victime. Ce binôme sera indissociable pendant tout le déroulement de l'intervention. Le numéro 3, qui sera Monsieur Sécurité, en effet, son rôle principal, et non des moindres, sera de veiller en permanence et durant toute l'intervention à la sécurité des différents intervenants, des victimes et des lieux de manière générale. Son rôle est primordial et nécessitera une attention maximale de sa part. Le numéro 4, qui sera l'écureuil, sa tâche spécifique sera, une fois à l'intérieur du véhicule, d'effectuer un contact physique par le biais d'un maintien cervical et d'un contact verbal avec la victime par la suite. Il effectuera un lien entre l'équipe médicale et la victime. Il se devra de rassurer et expliquer à cette dernière toutes les actions qui seront entreprises afin de procéder à sa libération et son conditionnement s'il y a lieu. Le numéro 5, qui est le chauffeur de l'autopompe, aura pour fonction d'être le responsable logistique de l'intervention. Il sera attentif à toute demande de matériel spécifique. Il est responsable de son véhicule et du matériel qui s'y trouve. Il devra notamment s'assurer que tout le matériel mis en œuvre durant l'intervention sera récupéré, nettoyé ou dégrossi et rangé correctement dans l'autopompe. Et pour finir, le numéro 6, qui est le sous-officier qui coordonnera quant à lui les différentes actions découlant de la MGO, donc de la marche générale des opérations, et s'assurera du bon déroulement de cette dernière. Comme mentionné précédemment, il pourra également participer de manière active à la concertation entre l'officier et la discipline 2. De manière idéale, tous les différents intervenants sont identifiables par une chasuble haute visibilité mentionnant leurs fonctions par leur numéro. Venons-en maintenant à la mission de désincarcération proprement dite. Vous pouvez constater en visualisant la diapositive affichée que cette opération se déroule en 7 étapes chronologiques que je vous détaillerai par la suite. Chaque étape,
qui peut d'ailleurs comporter plusieurs phases, fait intervenir les disciplines 1 et 2, soit de manière individuelle, soit simultanée. Vous remarquerez que la discipline 1 est représentée par un macaron rouge et la discipline 2 par un macaron vert dans lequel est mentionnée l'étape en cours. La prédominance d'un macaron de couleur sur l'autre indique la priorité de la discipline lors de l'étape de secours technique routier en cours. Étape 1, l'arrivée sur place et la reconnaissance. Ici est représenté un placement de charroi idéal. Il est bien entendu que beaucoup de paramètres peuvent influencer ce dernier, notamment par le fait de la topologie des lieux, l'état de la circulation, si cette dernière est à l'arrêt ou au contraire fluide ou dense, le type de véhicule impliqué, si c'est un véhicule lourd, léger, un véhicule ADR, la dangerosité d'accéder directement sur les lieux, si par exemple nous avons affaire à un véhicule enflammé, à un ADR présentant une fuite, etc. Partons d'une situation idéale. De manière générale, le premier véhicule, donc le véhicule officier, se placera en fend-off à plus ou moins 50 mètres en amont de l'accident et fera office de véhicule de protection en attendant l'arrivée et le placement du véhicule de signalisation, donc de balisage. Le véhicule de signalisation se placera à plus ou moins 150 mètres en amont de l'accident. Attention, si une bande de circulation doit être fermée, elle doit l'être complètement et non à moitié, d'où une attention particulière dans le placement des cônes afin de matérialiser correctement la déviation à suivre pour les usagers de la route. Les autres véhicules de secours de la D1 et de la D2 se placeront quant à eux, et dans la mesure du possible bien entendu, en aval de l'accident. Cet emplacement sera désigné comme zone parking. Vous constaterez que les véhicules de la D2 sont situés en aval des véhicules de la D1 dans le but de faciliter leur départ vers la structure hospitalière. Pour information, une attention particulière sera observée dans le fait de la descente du véhicule par les différents intervenants. En effet, pour des raisons évidentes de sécurité, il est préconisé de descendre du véhicule du côté opposé à la circulation routière. En ce qui concerne le chauffeur de l'autopompe, pour lequel il lui sera peut-être impossible de respecter cette précaution, il conviendra que ce soit le numéro 4 qui l'autorise à descendre du véhicule après vérification et dans le cas où l'autopompe est placée en fend-off, le numéro 4 ayant de ce fait une visibilité correcte sur le trafic. Trois zones différentes devront être définies par rapport aux abords proches de l'accident. Une zone de travail, dont la frontière sera située à au moins 5 mètres du véhicule accidenté, zone de travail dans laquelle nous retrouverons le personnel actif et le matériel nécessaire à l'étape en cours. Une zone logistique, dont les frontières commencent à la fin de la zone de travail, pour se terminer à au moins 10 mètres du véhicule accidenté. Zone logistique dans laquelle nous retrouverons les différents parcs matériels, matérialisés par les nénuphars rouges pour la D1 et verts pour la D2. En ce qui concerne le nénuphar rouge, c'est le chauffeur, donc le numéro 5 pour rappel, qui s'occupera de son placement. Pour le nénuphar vert, il sera donné par le chauffeur de l'autopompe à l'ambulancier. Ce dernier veillera à ce que l'emplacement défini par le numéro 5 soit établi de sorte à toujours avoir un contact visuel avec la victime incarcérée quand la D2 n'est pas à proximité et que la D1 est en action. Les différents nénuphars sont des zones servant entre autres à rassembler le matériel non utilisé, mais également comme point de rassemblement ou zone d'attente pour les différents intervenants d'une discipline pendant que l'autre est occupé. Ainsi, seul le personnel et le matériel nécessaire à l'étape en cours se trouvent situés dans la zone de travail. Et pour finir, une troisième zone dédiée aux différents débris et qui sera située au-delà des 10 mètres de la zone logistique. Cette zone a clairement pour but de centraliser tous les déchets et composants enlevés et découpés du véhicule, comme par exemple les portes, le toit, le pare-brise et autres débris divers. On écartera de ce fait le risque de suraccident lié à l'intervention.
Pour conclure sur cette diapositive, il se pourrait pour une raison quelconque qu'il n'y ait pas de nénuphar disponible dans l'autopompe multifonction. Il conviendra, dans ce cas, de garder à l'esprit de matérialiser d'une manière ou l'autre ces différentes zones. Elles sont le gage d'un travail sécuritaire et procédurier. La seconde phase de la première étape concerne le bilan pare-brise. Le bilan pare-brise est communiqué au dispatching zonal de prime abord par l'officier, donc le chef des opérations, ou à défaut de ce dernier par le sous-officier, alors chef des opérations faisant fonction. Le bilan pare-brise a pour but de décrire de la manière la plus concise et exhaustive possible le reflet de la situation à l'aide des informations visuelles disponibles de l'événement, et ce, avant l'arrêt et le positionnement du charroi. Il sera mentionné entre autres le type de véhicule, à savoir un véhicule léger, lourd ou encore avec la spécificité ADR, le nombre de véhicules impliqués, un véhicule, deux véhicules, voire plus dans le cas d'un carambolage, la localisation de l'accident, par exemple voie de droite, voie de gauche, berme centrale, sur un talus, dans un fossé, etc. Le nombre de bandes de circulation entravées, le positionnement du ou des véhicules impliqués, par exemple si le véhicule est sur ses roues, sur le côté, sur le toit, ou encore encastré sous un autre véhicule ou dans une façade. Une information sur l'état de la circulation, à savoir si cette dernière est à l'arrêt, fluide ou dense. Est-ce que la discipline 3 est déjà présente? Si pas, s'assurer au niveau du dispatching zonal que cette dernière fait bien route. Et enfin, le nombre de victimes, si ces dernières sont visibles ou pas, si l'on constate que des victimes ont été éjectées, etc. Une notion importante de l'intervention peut être déjà abordée ici. Il s'agit du HET, qui est l'acronyme de High Energy Traumatism, traduit dans la langue de Voltaire par traumatisme à haute énergie ou encore plus communément par accident à haute vélocité. Un HET est une pathologie résultant d'une décélération importante, brutale, pouvant entraîner des lésions graves aux organes, aux vaisseaux sanguins, par exemple par dissection de l'aorte, ou encore au squelette, notamment au rachis. La victime d'un HET devra être traitée comme une victime polytraumatisée et ou ayant des lésions vertébrales. C'est pourquoi le bilan pare-brise peut amener à reconnaître un HET. On peut le reconnaître en observant le véhicule ou les éléments suivants. Le véhicule sur le toit, une roue ou une partie du moteur est détachée, la partie avant du véhicule est fortement renfoncée, écrasée, la partie latérale du véhicule est enfoncée de plus de 35 cm du côté victime ou de plus ou moins 50 cm du côté opposé. Il y a l'introduction d'éléments mécaniques dans l'habitacle. Il y a une déformation importante de l'habitacle de manière générale. Ou encore, le véhicule a été déplacé de plus de 7 mètres par rapport à l'impact. Suite à ce qui vient d'être dit, il faut bien avouer que le bilan pare-brise a toute sa place dans cette étape et aidera le préposé situé au dispatching zonal de se faire une image mentale de la situation sur place. Le préposé pourra éventuellement, de par sa formation de dispatcher et par les informations que vous lui aurez communiquées, vous aider par un questionnement plus précis si les moyens envoyés de prime abord sont suffisants et adéquats. La troisième et dernière phase de la première étape concerne la reconnaissance proprement dite. La reconnaissance est une étape où plusieurs acteurs entrent en action de manière simultanée. Il s'agit ici de l'officier chef des opérations, du sous-officier et du numéro 3 qui est, pour rappel, responsable de la sécurité. Le numéro 3 procédera en premier lieu au calage réflexe du véhicule par la mise en place de deux cales triangulaires aux roues ou ailleurs en fonction de la position du véhicule. Le calage réflexe ayant pour but une première stabilisation de ce dernier avant la réalisation d'une stabilisation complète et efficace. Le numéro 3 déposera par la suite un extincteur à proximité de l'avant du véhicule, côté droit ou gauche en fonction de la situation.
Il se munira par la suite, si ce n'est pas déjà le cas, d'une trousse de peeling et d'une valise anti-airbag. Le terme peeling employé ici est à la base un terme anglais qui signifie littéralement traitement esthétique qui consiste à enlever la couche superficielle de la peau, mais que nous transposerons ici dans le fait d'effectuer une action consistant au dégarnissage des caches intérieures du véhicule, camouflant de ce fait les différentes sécurités passives et actives, comme par exemple les différentes cartouches pyrotechniques des différents airbags. Simultanément, comme annoncé précédemment, le chef des opérations et le sous-officier réalisent une reconnaissance dite 360 degrés du véhicule ou de l'événement dans le but d'inventorier le plus exhaustivement possible les différents risques liés à l'intervention afin de définir la MGO, donc pour rappel la marche générale des opérations, et aussi pour s'assurer si les moyens envoyés en première intention sont suffisants et adéquats. Suite à cette reconnaissance complète, le chef des opérations communiquera en faisant un SITREP avec le dispatching zonal. SITREP étant l'acronyme anglais pour Situation Report et en français rapport de situation. Le SITREP a pour but d'informer sur le type de désincarcération. À ce propos, 3 types d'incarcération ont été définis. Premièrement, l'incarcération dite mécanique. On la reconnaîtra par l'observation et l'évaluation d'un accident catégorisé de léger, où le HET est absent, où il n'y a pas de blessés et où l'occupant ou les occupants sont bloqués en raison d'une cause extérieure, comme par exemple une porte déformée. Deuxièmement, l'incarcération dite physique de type 1. On la reconnaîtra par l'observation et l'évaluation d'un accident catégorisé alors de grave, où il y a présence d'un HET, où il y a un ou des blessés présentant des lésions graves, et où l'occupant ou les occupants sont incarcérés en raison de leurs blessures. Et enfin, l'incarcération dite physique de type 2, on la reconnaîtra par l'observation et l'évaluation d'un accident de type 1+, catégorisé également de grave, où il y a également la présence d'un HET, où il y a également un ou des blessés présentant des lésions gravissimes, mais, et là est toute la nuance, où le ou les blessés sont incarcérés en raison d'un élément extérieur, comme par exemple un véhicule fortement enroulé autour d'un arbre. La notion de crush syndrome est alors ici à prendre en compte par rapport à la libération de la victime qui se fera avec l'accord de l'équipe médicale qui sera attentive à l'éventuelle libération d'hémorragies importantes. Il est également utile d'évoquer ici l'extraction dite d'urgence. L'extraction d'urgence ne permet pas une désincarcération dite contrôlée et est soumise à certaines conditions comme entre autres le pronostic vital engagé de la victime. La sécurité de la victime est compromise par exemple par l'incendie du véhicule ou le risque d'explosion imminent. Et encore, l'éventualité d'une amputation d'urgence fait également partie d'un scénario possible. Étape 2. La maîtrise des risques et la stabilisation du véhicule. Cette étape met en action principalement la discipline 1 et fait intervenir de manière simultanée les numéros 2, 3 et 5. La neutralisation des risques est réalisée par le numéro 3, pour rappel Monsieur Sécurité, qui effectuera les actions suivantes. À l'aide d'un marqueur gras se trouvant dans sa trousse de peeling, il marquera de manière visible, par exemple sur le capot moteur, sur le pare-brise ou sur toute autre surface, le type d'énergie concernant la motorisation du véhicule, si c'est un véhicule essence ou diesel, ainsi que le cas échéant, les énergies de substitution comme le GPL, le CNG, voire un véhicule hybride, ce qui devient courant actuellement. Pour autant que cela lui soit accessible en toute sécurité, il s'assurera de tirer le frein à main, couper le contact, enlever la clé si possible car une clé avec transpondeur est probable, et enfin positionnera la transmission du véhicule au point mort. Ces petites actions peuvent se réaliser très rapidement. Il procédera ensuite à la pose de l'anti-airbag.
Attention, ne vous fiez jamais à un airbag de volant qui est déclenché et dont la toile est apparente. Pour votre information, il existe des airbags de volant dits à double détente. Ce type d'airbag se déclenche à 30 ou à 70% en fonction de la violence ou non de l'impact. Toutefois, si Monsieur Sécurité, donc le numéro 3, ne peut pas réaliser ces différentes actions, c'est l'écureuil, donc le numéro 4, qui les réalisera une fois à l'intérieur du véhicule. Ces actions étant réalisées, le travail du numéro 3 n'est pas terminé. Il entamera par la suite un travail de glass management et de marquage que je vous détaillerai ultérieurement. Dans le même temps, et en parallèle avec le numéro 3, les numéros 2 et 5 effectueront une première sécurisation des abords immédiats de l'événement par le placement de cônes qui compléteront le travail de balisage déjà réalisé ou en cours de réalisation par l'équipage du véhicule de signalisation, donc de balisage. Ensuite, le chauffeur de l'autopompe, donc le numéro 5 qui est responsable de la logistique, réalisera le parc matériel pompier, c'est-à-dire le nénuphar rouge, et définira le parc matériel de la D2 en donnant le nénuphar vert à l'ambulancier 2, qui le positionnera de manière à toujours avoir un contact visuel avec la victime, comme mentionné précédemment. Le numéro 5 préparera par la suite une lance HP, donc une lance haute pression, toujours dans la zone logistique, au cas où il y aurait une évolution du risque par le début d'un feu de véhicule par exemple. Le chef des opérations et le sous-officier, donc le numéro 6, pendant ce temps, continuent à se concerter avec le responsable de la D2 pour l'établissement de la marche générale des opérations, donc de la MGO. Vu la prédominance de la discipline 1 dans cette étape 2 et de ses différentes phases, la discipline 2 n'en reste pas moins active en travail de fond. Souvenez-vous, dans la précédente diapositive, le nénuphar vert a été placé de manière adéquate dans la zone logistique. Les ambulanciers 1 et 2 peuvent maintenant s'affairer à préparer le matériel nécessaire à la prise en charge médicale et au conditionnement de la victime. Ce matériel sera déposé de prime abord sur leurs nénuphars respectifs en attendant son utilisation dans la zone de travail. Dans le cas où un équipage SMUR est également présent, il est évident que le nénuphar vert lui est tout aussi dédié et lui servira aussi de zone d'attente tant que la discipline 1 est en action. La dernière phase de l'étape 2 concerne le calage du véhicule. Le calage fait partie intégrante de la stabilisation et de l'immobilisation du véhicule. Plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés, les plus communs étant le véhicule sur ses 4 roues, le véhicule sur le flanc ou encore le véhicule retrouvé sur le toit. Bien entendu, d'autres cas de figure sont possibles et nécessiteront certainement une réflexion plus approfondie dans la réalisation du calage. La stabilisation complète du véhicule sera réalisée par le binôme technicien, appelé respectivement T1 et T2 pour rappel. Cette phase de stabilisation se fera sur les conseils du numéro 3, toujours responsable de la sécurité, et en concertation avec le sous-officier, donc le numéro 6. La stabilisation peut se réaliser en fonction de la situation et du type de véhicule, en 3 points, 4 points ou encore 5 points. Souvenez-vous, un premier calage, dit calage réflexe, avait déjà été réalisé à l'aide de 2 cales triangulaires placées par le numéro 3. Dans la mesure du possible, le calage en 3 points se fera de sorte à ce que 2 des 3 cales soient placées du côté où se situe la victime. Un calage 4 points se fera dans le cas où une deuxième victime est présente ou dans tout autre cas le nécessitant. En ce qui concerne le calage 5 points, il est préconisé pour les véhicules de plus gros gabarit, comme par exemple les véhicules SUV, les camionnettes. Pour les véhicules dits lourds, le matériel utilisé devra être adapté et fera certainement l'objet d'une demande en matériel spécifique supplémentaire. Une fois le calage réalisé, il est utile, si le véhicule est sur ses 4 roues, de penser à dégonfler les 4 pneus afin de finaliser la stabilisation du véhicule. Attention, il est important de ne pas crever les pneus car ils peuvent être un indicateur précieux
dans la détermination de la cause de l'accident par la discipline 3. Un outil spécifique, que l'on appellera un outil démonte valve, est à disposition dans la trousse de peeling de numéro 3. À défaut de cet outil, l'écarteur hydraulique peut être utilisé afin d'arracher la pipette des différents pneus. L'opération de calage et de stabilisation du véhicule se fera toujours sous la supervision du numéro 3 qui, de par sa fonction, se doit d'avoir un contrôle permanent sur l'aspect sécuritaire des différentes actions durant toute la durée de l'intervention. Notez qu'un certain type de véhicule requiert une attention particulière lors de sa stabilisation. Il s'agit des véhicules hybrides, voire des véhicules dits full électriques. Ce type de véhicule ne doit surtout pas être stabilisé au niveau de ses différentes batteries et câbles haute tension. En effet, cela pourrait induire le cas échéant des points de compression, de déformation ou tout simplement d'arrachement de ces différents composants et ainsi favoriser un risque de suraccident lié à l'intervention. Vous pouvez voir sur cette diapositive un type de matériel spécifique utilisé lorsqu'un véhicule est retrouvé sur le flanc. Pour information, il s'agit du système STAB-FAST. Le nom STAB-FAST étant littéralement la contraction de deux termes anglais, Stabilization et FAST, ce qui traduit en français signifie tout simplement stabilisation rapide. La pose de ce matériel demande une certaine expertise pour être placé rapidement, mais assure au final une stabilisation optimale. Bien entendu, les différents types de calage que je viens de vous évoquer ici sont des calages idéaux. Il est évident qu'en fonction de la situation, une réflexion ainsi qu'une adaptation seront de mise. Étape 3. Les accès pour l'ambulancier 1 à l'écureuil et à la discipline 2 en général. Plusieurs phases sont à observer lors de cette étape où la coordination entre les disciplines 1 et 2 se fera de manière concertée. Encore une fois, l'aspect sécurité sera prépondérant et toujours sous la supervision du numéro 3. Pas mal d'actions sécuritaires avaient déjà été réalisées par ce dernier et il restait notamment le glass management que je devais vous expliquer. Le glass management, en français la gestion du verre, en l'occurrence ici les vitres et pare-brise du véhicule, est l'action qui permet au binôme technicien de traiter et retirer par la pose d'un film spécifique là où les vitres en toute sécurité pour la victime et les différents intervenants. Le simple fait de pouvoir abaisser tout simplement la vitre est également du glass management, il suffit d'y penser. Cette gestion du verre a pour but dans un premier temps de permettre un accès rapide et sécurisé à la victime par l'ambulancier 1 afin de lui permettre de réaliser son bilan primaire ou bilan dit quick look. Ce premier accès à la victime est un accès partiel. Toutes les parties du corps de cette dernière ne seront peut-être pas encore accessibles, voire visibles. L'accès à la victime ne sera donné à l'ambulancier 1 ou au médecin que lorsque tout danger aura été écarté par la discipline 1. Le bilan rapide permettra d'évaluer l'état de la victime et de déterminer si cette dernière est critique ou non. Pour rappel, et comme mentionné précédemment, n'oublions pas la notion de HET, donc de traumatisme à haute énergie ou encore à haute vélocité, qui posera la nécessité d'établir un bilan primaire approfondi. Un bilan primaire approfondi a pour particularité d'être qualitatif et non quantitatif. Donc dès lors, la prise de paramètres se faisant alors sans appareil, mais bien à l'observation visuelle et au toucher, donc à la palpation de la victime. Un bilan médical primaire de la victime qui sera objectivé critique nécessitera de la part du binôme ambulancier une prise en charge et un conditionnement spécifique.
À la fin du bilan primaire établi par l'ambulancier 1 ou le médecin, deux cas de figure différents peuvent se présenter. Le premier cas de figure, le pronostic vital n'est pas engagé. Dans ce cas, la stabilisation médicale de la victime pourra continuer son cours. Deuxième cas de figure, le pronostic vital est engagé. Dans ce cas, la stabilisation médicale sera postposée et une extraction d'urgence sera à envisager dans la mesure du possible où la victime n'est pas incarcérée. Dès lors, une concertation s'établira entre les disciplines 1 et 2 dans le but de déterminer une méthode de libération et d'extraction d'urgence de la victime, tout en étant attentif afin de préserver au maximum son rachis. Le chef des opérations communiquera pour ce cas précis avec le dispatching zonal en effectuant un SITREP. Comme le calage et la stabilisation du véhicule sont désormais terminés, cela offre dès à présent la possibilité à l'écureuil, donc le numéro 4, de s'introduire à l'intérieur de l'habitacle du véhicule et ainsi permettre d'établir un contact physique dans un premier temps et verbal dans un second temps avec la victime. Attention, en fonction de la situation sur place, par exemple dans le cas où la discipline 2 est arrivée sur les lieux avant la discipline 1, il est fort probable qu'un ambulancier soit déjà rentré dans le véhicule afin d'établir un contact avec la victime. Cet ambulancier ne portant pas forcément les EPI adéquats pour une mission de secours technique routier, il sera dès lors nécessaire de le remplacer par un intervenant de la discipline 1, donc à savoir le numéro 4. L'accès à l'intérieur du véhicule se fera au cas par cas, en fonction de la situation et du positionnement du véhicule. Vous pouvez voir dans le cas présent que cela se fait par la vitre de la portière arrière et avec l'aide d'un des deux techniciens. Cela peut très bien se faire également par le haillon arrière. Beaucoup de facteurs entrent en jeu ici et il est difficile de tous les énumérer. Le sous-officier, donc le numéro 6, coordonne cette action. Le numéro 3, donc Monsieur Sécurité, quant à lui, reste toujours vigilant à la sécurité des différents intervenants. L'écureuil étant désormais dans le véhicule et au contact physique avec la victime par un maintien correct de la tête, l'ambulancier 1 procédera à la pose d'un collier cervical et, le cas échéant, à l'administration d'oxygène. Ces premiers gestes médicaux réalisés, le numéro 4 restera en contact proche avec la victime, et ce, jusqu'à sa libération et extraction complète du véhicule. Il deviendra en quelque sorte la personne de confiance de la victime. Le numéro 4 se devra de rassurer celle-ci en la soutenant psychologiquement et lui expliquant au maximum toutes les actions qui vont être entreprises afin de lui venir en aide. La communication avec la victime est primordiale et a tout son sens. En effet, les différents outils hydrauliques ou non qui seront utilisés sont générateurs de bruit et de choc et peuvent induire un stress supplémentaire à celui déjà présent chez la victime. Il est temps maintenant pour la discipline 1 de faire en sorte de donner un accès plus complet de la victime à l'équipe médicale. Lors de cette phase, la victime est toujours en présence du numéro 4. On ne parle pas encore ici de libération de la victime, mais bien de la création d'une voie d'accès maximale à la victime, dont le but est de réaliser pour la discipline 2 une stabilisation médicale et un conditionnement plus complet avant son extraction du véhicule. C'est une phase avec une prédominance de la discipline 1, car des éléments structuraux et composants du véhicule seront retirés à l'aide de différents outils, principalement d'outils à force hydraulique. Une concertation entre le chef des opérations, le numéro 6, voire le numéro 3, sera à l'origine du travail de démontage ou de découpage des éléments, empêchant l'accès complet à la victime. Ce travail de démontage et de découpage sera réalisé par le binôme technicien T1 et T2. Le numéro 3, toujours garant de la sécurité, veillera à la pose de manchettes de protection sur les parties saillantes des différentes tôles alors mises en évidence par les différentes découpes et s'occupera également de l'évacuation des déchets dans la zone de débris préalablement définie. Il devra encore s'assurer que la stabilisation du véhicule est toujours de mise, car le retrait de certains éléments de la structure du véhicule peut faire en sorte de rendre ce dernier plus instable en le déforçant.
Ce qui est important à observer ici, c'est que pendant que la discipline 1 s'affaire à ces différentes actions et manœuvres, l'équipe médicale est quant à elle retournée se positionner sur son nénuphar vert avec son matériel de premier abord. Elle aura ainsi un contact visuel permanent avec la victime et pourra à tout moment intervenir si l'état de la victime le nécessitait suite à une dégradation de celle-ci. Étape 4, la stabilisation de la victime. L'accès plus complet à la victime étant réalisé, les intervenants de la discipline 1 vont maintenant, au même titre que la discipline 2 précédemment, se retirer avec tout leur matériel non indispensable vers leur nénuphar rouge situé dans la zone logistique, donc leur parc matériel. Ils laisseront ainsi la place à la discipline 2, dont l'action est prédominante dans cette phase de l'étape 4. Le bilan secondaire sera réalisé par l'ambulancier 1 et comprendra entre autres le paramétrage ainsi que la palpation complète de la victime à la recherche d'éventuelles lésions traumatiques. Toujours dans le cadre de la stabilisation médicale de la victime, l'infirmier ou l'infirmière procédera si nécessaire à la pose d'une voie d'entrée par intraveineuse dans le but d'administrer par exemple un antalgique ou encore de procéder à un remplissage vasculaire en cas d'hémorragie importante. Pendant ce temps, l'ambulancier 2 s'occupera à amener et préparer dans la zone de travail le matériel de conditionnement adéquat situé dans la zone logistique, comme par exemple le KED, la ceinture pelvienne ou encore les attelles, etc. Bien entendu, il n'est pas interdit qu'un intervenant de la discipline 1 soit demandé en renfort par l'équipe médicale dans le but d'une assistance au conditionnement de la victime. La stabilisation médicale de la victime une fois terminée, les intervenants de la discipline 2 retournent avec tout leur matériel non nécessaire vers leur parc matériel, donc leur nénuphar vert, dans la zone logistique. Ils continueront à garder un contact visuel avec la victime. N'oublions pas le numéro 4 étant toujours présent à côté de la victime. Rappelez-vous, le principal rôle de l'écureuil est de rassurer, soutenir psychologiquement la victime et de lui expliquer les différentes actions en cours ou à venir. Pendant que l'équipe médicale est occupée à la stabilisation de la victime, on assiste ici à la concertation du chef des opérations avec le médecin, voire l'ambulancier, si l'un des deux n'est pas occupé au conditionnement de la victime. Le but de cette concertation est de déterminer, de définir là où les différentes techniques de désincarcération appropriées, afin de créer un espace de libération pour extraire la victime dans des conditions optimales. On parlera ici d'une idée de manœuvre. Celle-ci fait partie intégrante de la marche générale des opérations, donc de la MGO. Par idée de manœuvre, on entend par exemple un enlèvement de portière, un dépavillonnage complet ou encore un demi-pavillon latéral, etc. Cela prendrait trop de temps de toutes vous les énumérer ici. Beaucoup de techniques existent pour aider le chef des opérations à définir une idée de manœuvre. Ces techniques font l'objet de formations continues afin d'en acquérir la maîtrise pour une meilleure efficacité en intervention. Une notion importante à prendre en compte dans cette concertation est la notion du temps. En effet, et à juste titre, il est utile d'essayer d'estimer et d'informer le médecin de la durée que va prendre la libération et l'extraction de la victime. Cela ne sera pas chose aisée car beaucoup de paramètres peuvent influencer de manière positive ou négative le bon déroulement des opérations. La concertation terminée, le chef des opérations communiquera avec le dispatching zonal en effectuant un sitrep sur l'idée de manœuvre et les actions qui vont être entreprises. Étape 5. La création de l'espace de libération. Suite à l'idée de manœuvre définie de manière concertée dans la phase précédente, le binôme technicien procédera à sa mise en œuvre en s'aidant avec les différents outils hydrauliques et différents agrès à sa disposition. Tout ce matériel aura été au préalable transféré de la zone logistique vers la zone de travail.
Le sous-officier dirigera le travail à l'aide des techniciens 1 et 2 et communiquera avec le numéro 4 afin d'informer en temps réel sur les actions entreprises. La présence de l'écureuil aux côtés de la victime prend ici tout son sens. Cette phase de libération peut s'avérer extrêmement stressante, voire douloureuse pour la victime, et il convient de la soutenir au maximum. Avant toute découpe du véhicule, le numéro 3, donc souvenez-vous, Monsieur Sécurité, procédera à un travail de marquage sur le véhicule, je vous l'avais déjà évoqué précédemment. Aidé par ses outils à sa disposition dans sa trousse de peeling, notamment mini pied de biche, craie grasse ou encore gros marqueur indélébile, le numéro 3 effectuera un travail de recherche et de localisation des différentes sécurités passives. Il procédera au dégarnissage des zones où sont susceptibles de se retrouver ces dernières, de façon à ce que puissent être visibles les différentes cartouches pyrotechniques servant au déclenchement des différents airbags. Une découpe malencontreuse dans une de ces cartouches provoquerait certainement un suraccident. Pour information, il existe pour les services de secours des fiches techniques pour chaque marque et chaque modèle de véhicule. Elles sont mises à disposition par les constructeurs de différentes marques automobiles sur Internet, notamment sur leur site propre. On retrouve de manière exhaustive sur ces fiches la localisation précise de tous les composants pouvant présenter un danger lors d'une intervention de secours technique routier. Aidé par ces fiches, et une fois ces composants localisés et visibles, le numéro 3 marquera et matérialisera à l'aide d'une craie grasse les différentes zones soit de danger, soit de découpe et qui seront validées par le sous-officier. Son travail de marquage terminé, le numéro 3 restera attentif à la sécurité et évacuera tous les composants et les déchets vers la zone de débris située hors de la zone logistique. Vous aurez remarqué que cette phase est à prédominance de la discipline 1 et de ce fait que la discipline 2 est située sur son nénuphar tout en gardant à vue la victime. Étape 6, l'extraction de la victime. Les rôles s'inverseront une dernière fois dans cette étape. La discipline 2 reviendra à l'avant-plan dans la zone de travail. L'espace de libération créé par la discipline 1 lors de l'étape précédente permettra à l'équipe médicale de finaliser et de vérifier l'état et le conditionnement adéquat de la victime avant son extraction complète du véhicule. L'ambulancier 2 préparera dans la zone de travail tout le matériel nécessaire à la réception de la victime après son extraction. L'équipe pompier, de retour sur son nénuphar rouge, restera attentive à toute demande d'assistance par l'équipe médicale, ce qui sera très certainement le cas notamment lors de l'extraction, proprement dite, et vu le niveau parfois élevé de conditionnement de la victime. Le numéro 4, donc l'écureuil, positionné de façon permanente à hauteur de la tête de la victime, accompagnera celle-ci jusqu'à l'entrée dans l'ambulance. Le numéro 4 reste en quelque sorte la personne de confiance jusqu'à la prise en charge complète de la victime par l'équipe médicale. La victime étant désormais complètement prise en charge par la discipline 2, il reste au chef des opérations à effectuer un sit-rep au dispatching zonal informant de la libération de la victime. À ne pas oublier, la discipline 3, donc les forces de l'ordre, pourront être interpellées par le chef des opérations voire par le médecin afin d'interrompre complètement le trafic lors de cette manœuvre d'extraction. Il y a deux avantages à cela. Premièrement, il y aura moins de crainte de la part des différents intervenants à un risque de suraccident dû à la circulation routière. Et deuxièmement, l'interruption du trafic favorisera un départ beaucoup plus aisé du charroi médical vers l'établissement hospitalier. Étape 7, le reconditionnement et le débriefing. Il reste maintenant à la discipline 1 de finaliser la sécurisation, la mise en ordre et le nettoyage des lieux. Finaliser la sécurisation par la gestion de la pollution si présente, par la gestion des déchets, ainsi que par la gestion de la ou des batteries du véhicule, si cela n'avait pas déjà été fait auparavant.
Beaucoup de différents outils ont été utilisés pendant cette mission de secours technique routier, aussi bien par la discipline 1 que par la discipline 2. Il conviendra de rassembler ces derniers et de s'assurer qu'aucun matériel n'a été oublié dans la zone de travail, notamment à l'intérieur ou encore sous le véhicule. Un nettoyage grossier du matériel peut être entrepris sur place et finalisé en caserne. Comme le charroi est composé d'une autopompe multifonctionnelle, un nettoyage de la voirie peut également être effectué à l'aide d'une lance haute pression et de savon. En cas de fuite d'un hydrocarbure tel que de l'huile moteur ou encore de diesel, du produit absorbant pourra être étalé sur la voirie afin de limiter la pollution. Après un brossage mécanique et le produit absorbant ayant fait son action, il conviendra de ramasser et jeter le tout de manière appropriée. L'équipe médicale, quant à elle, gérera ces déchets au sein de l'établissement hospitalier ou encore en caserne à l'aide de containers appropriés. Le sous-officier se chargera de collecter l'identité du ou des impliqués, ainsi que de l'immatriculation du ou des véhicules pour la rédaction de son rapport d'intervention. De concert, le chef des opérations et le sous-officier effectueront sur place un débriefing à chaud. Si une critique doit être faite sur place, elle se doit d'être positive et constructive. Un débriefing à froid peut également être programmé en caserne et comprendra tous les éléments qui auront marqué l'intervention, soit de manière positive, soit par l'amélioration de certains points. C'est ici que se termine cette instruction sur les secours techniques routiers. J'espère vous avoir persuadé que le bon déroulement d'une intervention dépend en premier lieu de la sécurité qui y est apportée, de la bonne concertation, coordination et communication entre les différentes disciplines, et de la nécessité de la maîtrise individuelle et collective des différentes techniques relatives à notre métier. Je vous remercie de votre attention. Soyez prudents.